En 1954, je suis entrée en 6e au collège moderne de jeunes filles, rue Prébaudel, à Angers. J'avais 11 ans et allais devoir passer plusieurs années dans l'internat de cet établissement. Un groupe de garçons de 6e explore leur cour, la cour du collège Chevreul. Une cloche est scellée à l'un des murs. Elle a l'air ancienne. À quoi sert-elle? On ne l'utilise même pas. On a une sonnerie, et puis on ne doit pas l'entendre de partout. Il faut chercher, il y en a peut-être d'autres. Au-dessus d'une fenêtre est gravé dans le tuffeau « École primaire supérieure de jeunes filles ». On est dans un collège mixte. Depuis quand c'est une école de filles? Dans le couloir de l'intendance apparaît une date, 1913. Alors c'est peut-être la date de création de l'établissement? 1913, c'est la date de construction du nouveau bâtiment sur la rue Prébaudel. Le professeur d'histoire l'avait dit. L'école a été créée en 1901 par la ville d'Angers. Il n'y avait toujours pas d'école publique secondaire pour les filles. En fait, il est hyper vieux leur collège, avec son architecture classique, ses encadrements de fenêtres en tuffeau. Il faut absolument en apprendre davantage sur ce lieu étonnant. Il existe sans doute un endroit où on trouvera des informations. Des plans ont été observés aux archives départementales. Quelques photos aussi. Des dessins d'élèves. Et même des fiches matricules qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Ces petites fiches bleues comportant le portrait de chaque élève, des informations sur chacune, et qui nous ont fascinés parce qu'on n'était pas très tendre, pas très bienveillant avec les élèves en ce temps-là. Certains commentaires choquent aujourd'hui. Intelligence limitée, moralité douteuse, fainéante. Et que faisaient les élèves à cette époque? Nous allons essayer de remonter le temps. À l'école supérieure de jeunes filles, on enseignait les lettres, les mathématiques, les sciences, l'histoire et la géographie, la gymnastique, le dessin. 25 mai 1925. Dictée. Victor Hugo. Reine du monde, virgule. Ô France, point d'exclamation. Ô ma patrie, point d'exclamation. Soulève enfin ton front cicatrisé. À la ligne, sans qu'à tes yeux leur gloire en soit flétrie. Que font les filles dans la cour? On dirait de l'EPS. Je crois qu'on disait gymnastique. À l'origine, cette école primaire supérieure n'accueillait que des jeunes filles. Attention, on devait se tenir bien. La blouse tenait lieu d'uniforme, les enseignantes étaient des femmes. C'étaient les meilleurs élèves des écoles primaires qui étaient admises. Les filles qui vivaient à Angers étaient externes, c'est-à-dire qu'elles rentraient chez elles le soir. Celles qui venaient des villages étaient internes, elles dormaient dans l'établissement et ne rentraient pas chez elles tous les week-ends.
À l'école supérieure de jeunes filles, on enseignait les savoir-faire que l'on n'apprend plus, comme la couture. Mais là, il y avait la salle de musique. On est parti visiter la bibliothèque et là, il faut qu'on aille à la salle de dessin. Et sûrement à la salle de dessin. À l'école supérieure de jeunes filles, on enseignait le dessin. Les travaux retrouvés sont d'ailleurs tellement soignés que nous avons été ébahis. Je m'appelais René. Né en 1928, j'étais arrivé au collège en octobre 1940, en pleine guerre. Comme j'habitais à Brissac, j'étais en pension dans une famille de la rue Prébaudel. Je crois que j'étais une élève sérieuse, en tout cas rarement punie. J'aimais bien les cours de dessin, durant lesquels on représentait souvent des natures mortes, des objets du quotidien. Parfois, d'autres filles nous servaient de modèles. Je me souviens d'une série d'esquisses réalisées à l'aquarelle. Des portraits d'une camarade en shirt et manches courtes, et aussi des corbeilles de fruits. Ah, il est là. Pour mieux accueillir les élèves venus de loin, on construit un internat en 1929. C'est la partie du bâtiment qui ferme la cour. Les dortoirs pouvaient héberger plus de 130 élèves. Quand les filles dormaient dans un vaste dortoir d'une 50aine de lits pour les 6e et les 5e, elles étaient surveillées en permanence par une pionne qui logeait dans le dortoir, ainsi que par la directrice qui faisait des intrusions surprises, parfois avec ses bigoudis sur la tête. Les jeunes filles n'avaient donc pas d'intimité. Pour la toilette, il y avait une rangée de lavabos et de bidets derrière des rideaux. Dans les années 50, les vacances étaient rares pour les jeunes pensionnaires. En effet, les jeunes filles ne disposaient que de 3 jours de vacances à la Toussaint, 10 à Noël, 10 à Pâques et 3 jours pour Mardi Gras. Le dimanche intermédiaire, entre 11 et 19 heures, on avait le droit de quitter le collège, en compagnie d'un membre de la famille. Celles qui ne sortaient pas ce dimanche-là étaient obligées de partir en promenade, souvent au bord de la Maine, en uniforme. Celui-ci était constitué d'un chapeau bleu marine, comme la jupe et la veste, d'un chemisier blanc, de chaussettes blanches. Les élèves avaient du succès, se promenant ainsi rangés par 3. Il fallait qu'elles donnent une bonne image de leur établissement.
En 1954, le réfectoire n'était pas un self. À chaque tablée trônaient 2 chefs de table, 2 grandes. Elles s'occupaient de servir les petites, mais prenaient souvent les meilleurs morceaux de plat. Le lundi, c'était le jour où l'on servait des lentilles et des saucisses très grasses. Une fois, nous avons essayé de nous en débarrasser. Mais le meilleur venait sans aucun doute le vendredi. Il y avait 2 desserts, des gâteaux et des petits Suisses. Or, un jour, les élèves avaient trouvé des moisissures sur ces laitages. Elles avaient osé protester et l'on avait bien été obligé de reconnaître que ces petits Suisses n'étaient plus bons à la consommation. Cependant, on les avait punis en leur retirant aussi les gâteaux. En 1961, l'école supérieure de jeunes filles devient le lycée moderne municipal. Puis en 1968, prend le nom d'Eugène Chevreul. Mais que se passe-t-il? Les garçons arrivent au collège. C'est la mixité qui est décidée dans tous les établissements scolaires en 1975. Et ça, c'est une autre histoire.